Je vous propose d'analyser ensemble une toute récente publication de multiples sociétés savantes nord-américaines. Alors vous avez la liste ici, hein, c'est des acronymes un petit peu complexes, mais globalement c'est des sociétés savantes en cardiologie et en imagerie cardiaque qui viennent de publier des recommandations. Alors ce n'est pas tout à fait des guidelines, mais c'est ce qui est appelé des Appropriate Use Criteria, donc des utilisations reconnues comme appropriées en imagerie cardiaque pour le diagnostic, la détection et l'évaluation du risque en pathologie coronarienne chronique. On y va. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Wona, je suis radiologue au CHU à Strasbourg. J'ai le plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo un petit peu différente. On va essayer de décortiquer ensemble cette publication toute récente qui date donc de 2023 et qui vise à établir des critères d'utilisation appropriés pour la pathologie coronaire chronique. Alors déjà, premier point, il ne s'agit pas de véritables guidelines, mais de critères d'utilisation appropriés. Alors comment ça marche? Eh bien, il y a un panel d'experts, environ 15 à 20 experts, à qui on a soumis des scénarios cliniques et on a demandé pour tel type de scénario, est-ce que vous considérez que tel ou tel examen est approprié? Et les experts devaient donner une note de 1 à 10 selon que l'examen n'est pas du tout approprié ou que l'examen est parfaitement approprié. Tout ceci a été mis en forme, collecté pour aller dans cette publication qui fait une vingtaine de pages, qui se lit assez facilement. Je vous mets le lien en description et je vous propose de regarder ensemble ce qui nous intéresse, à savoir et avant tout la place du coroscanner selon ces experts nord-américains en 2023 pour la maladie coronaire chronique. Premier point très important, on parle ici de maladie coronaire chronique. Il ne s'agit donc absolument pas de pathologie aiguë. Tout cela est laissé de côté. Et on parle de détection et ou d'évaluation du risque chez des patients a priori exposés ou avec un certain risque de pathologie coronaire chronique. Nous n'allons pas revoir l'ensemble des scénarios cliniques qui ont été traités dans cette publication, mais je vous propose de se concentrer sur les principaux. Quand on regarde les scénarios qui ont été évalués par les experts dans la publication, nous voyons que ces scénarios finalement se basent avant tout sur la symptomatologie. Est-ce qu'il y a des signes d'ischémie ou est-ce qu'il n'y a pas de signes cliniques d'ischémie? Et en fonction de la présence ou de l'absence de signes d'ischémie, les auteurs séparent plusieurs vignettes cliniques et chaque vignette clinique est détaillée dans des tableaux dans lesquels les différents examens vont être notés pour leur caractère approprié ou éventuellement non approprié dans cette vignette clinique précise. Je vous propose de commencer par la vignette la plus utile, celle qui va probablement concentrer la majorité des demandes, à savoir des patients symptomatiques qui n'ont pas eu d'autres tests précédemment. Quand on regarde ces patients-là, en fonction des scénarios cliniques, vous voyez que les auteurs distinguent des patients qui ont des douleurs a priori peu en faveur d'une origine angineuse ou des douleurs qui sont en faveur d'une origine angineuse. Alors les auteurs explicitent les caractéristiques de ces douleurs. Dans les douleurs vraisemblablement angineuses, ils disent que c'est des douleurs qui touchent le thorax, l'épigastre, l'épaule, le bras ou la mâchoire. Éventuellement des douleurs aussi à type de pression thoracique, d'oppression ou de disconfort et qui généralement surviennent à l'effort lors d'un stress et qui sont soulagées à l'arrêt de l'effort, à l'administration de nitroglycérine et ou O2. Ça, c'est pour les douleurs qu'on appelait avant typiques. Dans les douleurs que les auteurs décrivent comme probablement non angineuses, less likely anginal symptoms, c'est des symptômes comme la dyspnée, la fatigue, mais qui ne sont pas liés
à l'effort et qui ne sont pas améliorés par la nitroglycérine ou par le repos. Ils mettent aussi dedans une fatigue généralisée ou un inconfort thoracique dont la survenue n'est pas forcément liée à l'effort. Par exemple, ils mettent qui se résout spontanément en quelques secondes. Enfin, les auteurs distinguent une troisième catégorie où il y a une cause extracardiaque qui explique la symptomatologie, par exemple reflux gastro-œsophagien, traumatisme thoracique, anémie, BPCO, pleurésie, etc., etc., etc. Donc, on le voit pour ce tableau numéro 1, patients symptomatiques qui n'ont pas eu de pré-test, eh bien, le coroscanner est indiqué et tout à fait approprié, considéré comme tout à fait approprié pour des patients, quel que soit l'âge, quel que soit le nombre de facteurs de risque, du moment que les symptômes sont des symptômes qui font évoquer une origine angineuse, donc coronaire chronique. A l'inverse, chez des patients qui ont des symptômes qui ne font pas évoquer une origine angineuse et avec une autre explication, eh bien, aucun test n'est recommandé. Et chez des patients chez qui il n'y a pas d'autre explication à la douleur, mais dont les douleurs ne font pas évoquer une origine angineuse ou coronaire chronique, eh bien, globalement, il n'y a pas véritablement de tests qui soient parfaitement appropriés et la majorité des tests sont considérés comme moyennement appropriés par les experts. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette grande vignette clinique? Chez les patients symptomatiques, si les douleurs sont évocatrices d'une origine angineuse, eh bien, le coroscanner est un excellent examen. Quand les douleurs ne sont pas évocatrices, eh bien, ça se discute. C'est pas un examen qui semble approprié d'après les experts. Et quand il y a une cause autre, évidemment, eh bien, il n'y a pas d'intérêt à tester pour une origine coronarienne. Alors, nous avons le tableau numéro 2 qui propose une petite variation du précédent, à savoir il s'agit toujours de patients symptomatiques, mais chez lesquels eh bien, il y a déjà eu un test réalisé. Alors pour le coroscanner, ce qui nous intéresse, eh bien, si ce test était un ECG anormal, une épreuve d'effort qui était inconclusive ou anormale, ou une imagerie de stress qui était pathologique, eh bien, dans tous ces cas-là, le coroscanner est considéré comme extrêmement approprié par les auteurs. À l'inverse du spectre, ce qui peut être aussi intéressant, c'est que quand le coroscanner est positif, donc que le test prior testing était un coroscanner, eh bien, généralement, les auteurs recommandent une imagerie de stress ou un cathétérisme cardiaque, donc une coronarographie. Il faut voir que chez des patients avec un coroscanner CADRADS 0 à 2, donc des lésions non obstructives, eh bien, les auteurs n'ont pas mis en inutile les examens de stress comme l'écho de stress ou la scintigraphie myocardique. Elle est considérée comme modérément appropriée, en tout cas en jaune. Une autre vignette clinique très intéressante, cette fois-ci, elle concerne les patients qui sont asymptomatiques, qui n'ont pas de pathologie coronaire connue et chez qui on souhaite eh bien, détecter une pathologie coronarienne, c'est-à-dire en quelque sorte un dépistage. Vous voyez que les auteurs se basent sur une estimation du risque à 10 ans, avec des formules qui sont accessibles sur Internet et qui prennent en compte notamment l'âge, l'hypertension, les antécédents familiaux, le niveau de cholestérol. Et en fonction de cette évaluation du risque, les patients sont classés en risque faible, moins de 5% à 10 ans, risque intermédiaire, entre 5 et 10%, et risque élevé, supérieur à 20%. Eh bien, en fonction de ces différentes catégories, dans les catégories à risque faible, les auteurs ont recommandé une absence de test, donc une absence de dépistage. Dans les catégories intermédiaires, les auteurs ont positionné le score calcique comme étant un examen approprié, de manière probablement à venir reclasser le risque estimé par des critères clinico-biologiques. Et enfin, chez les patients à haut risque, eh bien,
aucun examen n'est jugé plus approprié qu'un autre et les auteurs ne recommandent, ne se prononcent pas trop en fait. Et finalement, c'est un petit peu laissé à l'appréciation de chacun. Donc ça, c'est assez intéressant puisque chez des patients asymptomatiques, on voit que pour ces auteurs nord-américains, le coroscanner, donc scanner avec injection, n'est pas un examen approprié. Alors ça, c'est en 2023. Honnêtement, ça peut se discuter. Il y a d'autres articles avec des recommandations d'autres experts. Pareil, je vous mets le lien en description, qui, eux, considèrent que chez des patients asymptomatiques avec un risque significatif, le coroscanner peut être un examen adapté en dépistage. Je pense que dans les années à venir, c'est clairement là-dessus que les modifications vont se jouer sur le dépistage chez des patients asymptomatiques. Mon avis personnel est qu'on y tend de plus en plus si le niveau de risque est important et si le niveau de risque est élevé. En tout cas, pour l'instant, les experts nord-américains recommandent dans ce cas-là le score calcique et non pas le coroscanner avec injection. Enfin, dernière vignette clinique intéressante, c'est un tableau clinique un petit peu fourre-tout avec différents types de pathologies. Par exemple, des patients chez qui vous avez un diagnostic récent d'insuffisance cardiaque, eh bien, dans ces cas-là, le coroscanner est un examen qui est tout à fait indiqué pour rechercher une cause coronarienne à cette défaillance cardiaque. Chez des patients avec certains types d'arythmies, notamment une tachycardie ventriculaire soutenue ou survenant à l'effort, ou un antécédent de fibrillation ventriculaire, le coroscanner est aussi un examen jugé approprié. Enfin, et c'est intéressant, chez des patients avec une histoire clinique de syncope, de malaise et une évaluation initiale qui suggère éventuellement une origine cardiovasculaire, eh bien, les auteurs ne classent pas le coroscanner comme étant un examen approprié, mais recommandent plutôt une évaluation fonctionnelle. Voilà, c'était une analyse rapide, simplement pour vous sensibiliser à cette publication. Ces critères d'utilisation appropriés sont intéressants, puisqu'ils permettent de valider certaines utilisations telles que les experts les envisagent. Il y a des débats, on l'a vu, sur certains domaines, notamment dans le cadre du screening, du dépistage chez des patients asymptomatiques. Ce type de publication est amené à être révisé régulièrement et probablement que dans quelques années, eh bien, il y aura des mises à jour qui tiendront compte des évolutions et des nouvelles connaissances. Voilà, d'ici là, je vous dis à bientôt. Au revoir.